Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituant Île-de-France. Aujourd'hui, nous travaillons piste de réflexion pour les municipales de mars 2020 avec Pierre-Antoine Plaquevent. Merci citoyens pour cet atelier et puis ce live pour résumer le travail de l'atelier. Nous allons parler d'un bilan, une année de Gilets jaunes, le bilan, vers une structuration politique en vue d'une stratégie pour les municipales de 2020. Et on va aussi parler du concept de subsidiarité politique. Alors, la première partie, ça va être une présentation de ton travail, de qui tu es, de ce que tu fais. La première grosse partie, ça sera le bilan d'une année de Gilets jaunes, positif, négatif. La deuxième partie, ce sera la structuration politique à construire, avec les figures médiatiques des Gilets jaunes, la circulation des élites, le syndicalisme révolutionnaire vu par la vision des Gilets jaunes. Et puis la troisième partie, ça sera la stratégie pour les municipales avec ce concept de subsidiarité politique et de localisme qui s'oppose au globalisme et au localisme, donc au glocalisme, ce nouveau mot du glocalisme. Et donc apparemment, Extinction Rebellion serait plus dans le glocalisme. Et puis en conclusion, quel est le but du politique avec des références sur deux ouvrages. On va commencer par l'introduction. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Merci de m'inviter pour la seconde fois, puisque on s'était déjà vu cet hiver. Donc moi je suis... Pour ton ouvrage sur Soros. Voilà, je suis auteur d'un ouvrage sur Soros et les réseaux mondialistes, qui s'appelle Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme, aux éditions du Retour aux sources. Donc dans cet ouvrage, en m'appuyant sur des recherches sur l'action et l'idéologie de Soros, je démonte les rouages du projet mondialiste et du projet de fin des États-nations que les mondialistes désignent sous le terme de société ouverte. Voilà. Donc actuellement on est en plein dedans. Donc on peut pas passer directement au bilan, moi tel que je vois un petit peu une année de Gilets jaunes. Donc ça c'est la première partie, une année de Gilets jaunes. Voilà, alors en fait justement mon livre est sorti, je me rappelle les premières conférences que j'ai données pour la promotion du livre étaient en novembre de l'année dernière, donc en plein début des Gilets jaunes. Et dès le début, j'ai expliqué que cette révolte populaire était une révolte contre les conséquences des politiques mondialistes et des politiques globalistes et de ce projet de société ouverte. Même si les Gilets jaunes n'en avaient pas forcément conscience, ils se révoltent contre les conséquences de ce projet-là, qui est le projet mené par nos élites. Et j'expliquais aussi que particulièrement en Europe et en France, avec l'élection de Macron, se polariser cet affrontement entre ce projet de société ouverte et les volontés nationales. Voilà, donc on a eu ce mouvement de révolte. Moi, dès le début, j'ai soutenu les Gilets jaunes. Je suis allé à différents actes. J'ai fait des conférences auprès des Gilets jaunes dans différentes régions de France. Et on va dire, moi j'ai vu plusieurs phases. J'ai vu donc la première phase, qui est la phase instinctive, où se soulève la population. Et puis ensuite on a vu cette phase qui a été, on va dire, une lutte d'influence un petit peu au sein de cette force naissante. Et maintenant on a une troisième phase qui est en fait la tentative de greffer des initiatives comme Extinction Rebellion, mais en fait de dévier les thématiques des Gilets jaunes vers des thématiques qui sont mondialistes, mais qu'on pourrait qualifier d'altermondialistes, c'est-à-dire le mondialisme lui-même va générer sa propre fausse alternative. Donc là, ce sont les questions du climat, les questions écologiques, mais les questions écologiques qui sont légitimes, détournées de leurs interrogations légitimes et des solutions possibles vers des solutions de type mondialiste. Bon, c'est une stratégie qui est mise en place depuis longtemps, c'est un agenda qui est porté depuis longtemps par une partie des élites financières. Et si on veut maintenant à l'échelle du monde occidental, et on a un affrontement entre, on pourrait dire, des milliardaires
de gauche, entre guillemets, qui vont soutenir un agenda écologique, et des milliardaires de droite, entre guillemets, ou libertariens, qui eux vont soutenir un agenda qui serait en fait d'ultralibéralisme et de retour à des formes, on va dire, une forme de néo-occidentalisme un petit peu. Donc on a l'affrontement entre ces deux pôles au sein du monde occidental, et nous, on est un petit peu au milieu, et on subit directement les conséquences de l'un ou l'autre. Donc l'idée de société ouverte chez les mondialistes, c'est cette idée que les États-nations doivent disparaître, que les frontières et les barrières de protection doivent disparaître, et qu'à terme, le politique même soit dissous et remplacé par de nouvelles modalités de gestion des populations, à savoir la cybernétique et l'ingénierie sociale. Toutes ces choses-là sont documentées dans mon livre ou dans les conférences que vous pouvez trouver sur Internet autour du livre. Donc ce sont des choses étayées et réelles et sourçables. Voilà, donc pour le bilan, pour le bilan, que dire, on a vu donc en positif. On commence par le positif. On parle positif. Le positif, c'est qu'on a vu que la population française était encore vivante politiquement et a donné une leçon même, je dirais, au monde en fait, en montrant que les Français ne se laissaient pas faire et ne se laissaient pas même insulter dans l'image nationale par le désastre qu'a été Macron à tous les niveaux, autant au niveau du projet qu'au niveau de l'image. D'ailleurs, Macron a oublié une règle essentielle, on va dire en machiavélisme politique, c'est que si on veut manipuler une population, il faut au moins lui donner les apparences de la courtoisie ou de l'amabilité. Et là, Macron, en fait, qui est finalement très représentatif de notre monde libéral actuel, n'a pas pu s'empêcher d'insulter les gens, de vouloir aller trop loin et trop vite. Et d'une certaine manière, c'est aussi ça qui s'est pris comme revers. Donc c'est pas Chirac en fait qui allait au salon de l'agriculture, qui tâtait le cul des vaches, etc. C'était des politiques en ce sens beaucoup plus machiavéliens de certaine manière, puisqu'ils savaient utiliser le langage du peuple. Quelqu'un comme Macron ne sait pas utiliser le langage du peuple. Oui, question. Bonjour, alors moi je suis une adulte en reprise d'études à la Sorbonne en philo, et en fait ce qu'on nous inculque en première année de philosophie, en philosophie politique, en effet c'est des théories machiavéliennes, et en fait on nous dit que finalement c'est réformable, en fait s'attirer les faveurs de son peuple, on n'est pas forcément obligé de suivre ses principes en tant que roi, en tant que monarque ou en tant que président. Et en fait il y a une tradition, il y a des élites qui sont très machiavéliennes, je sais pas comment on dit, dans le sens où en effet il ne faut jamais se mettre le peuple à dos dans n'importe quelle position, et il y en a d'autres qui vont être réticents, et c'est ceux-là qu'on va retrouver après en master, et qui vont produire des thèses qui vont contre cet élan machiavélien des élites. Moi je suis plutôt de la Sorbonne ancienne en fait, donc du coup est-ce que le côté droite de ma fac justifierait pas cette reprise des principes en philosophie politique machiavéliens, quoi. Je pense que... Il y en a qui restent en surface, il y en a d'autres qui le reprennent dans le côté comment dire, Machiavel, on peut le lire de manière positive d'une certaine manière, c'est-à-dire comme une arme contre les puissants, ou si même soi-même on est, on va dire, une élite en charge d'une fonction politique, si on a conscience du bien commun, de l'intérêt général, on va pouvoir utiliser Machiavel de manière positive. Effectivement, il y a une utilisation négative qui peut en être faite, mais je pense que des gens comme Macron sont symptomatiques d'une arrogance des nouvelles classes dirigeantes qui n'ont plus cette culture-là. Ils sont plus formatés par le classicisme politique, donc ils veulent tout de suite, et ils veulent en fait jouir même publiquement de leur domination sur les autres. Voilà. Les vrais politiques classiques, ils savaient rester un petit peu plus à sa place. C'est aussi un petit peu plus discret. Voilà, ou à la Chirac, des gens comme ça. On a vu qu'à partir de Sarkozy, on est arrivé dans un nouveau monde. Voilà, le monde vraiment du m'as-tu vu. La société du spectacle. La société du spectacle et la dissolution progressive du politique. C'est aussi ça, c'est qu'à mesure que le politique est dissous par ces forces mondialistes, on a l'émergence de personnages comme Macron qui sont plutôt des technocrates à la base et qui finalement n'ont pas la culture classique et la formation politique classique. Pourtant, il a quand même une formation, Macron, mais effectivement, je pense que c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est vraiment de l'arrogance pure. Oui.
de se dire, là on est au stade où ça y est, on peut envoyer la sauce, on peut accélérer dans le sens du mondialisme, du néolibéralisme le plus absolu, de la destruction des nations, de la destruction des peuples, et voilà quoi. Enfin, les propos de Macron, ils étaient quand même assez forts, c'est-à-dire il n'y a pas de culture française, il n'y a pas d'art français, il n'y a plus rien quoi. Je rêve en allemand, ou je pense en allemand, je sais plus ce qu'il a dit. Donc il est. Ah oui, d'accord, il rêve en allemand. Ouais, il a dit ça au moment de la signature du traité d'Aix-la-Chapelle. Il a dit il y a des choses que je ne peux pas, que quand je les conçois ou pense en allemand, c'est plus proche de ce que j'aimerais penser ou quelque chose comme ça. En gros, non, je voulais rajouter en positif aussi là, sur le mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'on on a quand même monté, je pense, en niveau politique, une partie de la population qui n'était pas forcément ouverte à toutes ces questions-là de mondialisme, de monnaie, de constitution, de constitution, de dette, etc. Et beaucoup de gens en fait se sont élevés, se sont instruits. Se sont pris au jeu aussi à dénouer cette pelote de laine et à essayer de tirer la ficelle pour essayer de voir qui derrière imprime l'argent, nous propose cette belle dette. On a montré qu'à nouveau, la France c'est le peuple politique, hein, donc c'est vraiment, on a montré que c'est toujours présent et qu'en fait les gens ne sont pas encore, n'ont pas pu être complètement abrutis par la société du spectacle justement. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi on a pu voir tout ce bouillonnement pendant des années, on va dire, au sein de la réinformation, au sein de tout ce qui était des informations qui circulaient sous le manteau à travers Internet. Là, ça a éclaté et ça se diffuse à travers cette population des Gilets jaunes. Donc ce qui est intéressant, c'est que maintenant, une partie de la population n'est plus dupe. Un autre, alors je dirais un point qui est négatif. Parle fort parce qu'il y en a certains qui ont du sonotone. Là. Un point négatif et qui en même temps, d'une certaine manière, au niveau politique, peut se transformer en point positif, c'est la répression. C'est-à-dire la répression a marqué dans les chairs les individus, mais au niveau collectif va peut-être faire accoucher d'une conscience collective que l'État actuel est tenu par des gens qui n'utilisent pas l'État dans le sens du bien commun, mais pour réprimer la population et pour nous tenir en esclavage de ces oligarchies financières anonymes. Donc ça, c'est déjà intéressant. Beaucoup de gens se sont lancés dans les gilets jaunes de manière instinctive et ils ont vu face à eux la réalité du Léviathan libéral. Voilà. C'est clair, je pense qu'on s'est tous lancés dans les gilets jaunes en instinctif, non? Moi en tout cas, en novembre. Ouais, vous aussi? Ouais. Ah ouais. Vous aussi les gars? Acte 3. Ouais, dès le premier jour. Acte 3 moi. Gilou? Ouais. Pareil. Ouais, pareil. Au niveau des autres points négatifs, qu'est-ce que tu vois? Un point positif aussi, on peut rajouter la création de réseaux. La création de réseaux où a émergé en fait finalement une sorte de classe un peu dissidente en France et où en fait on se croise, on se recroise, on discute et puis on va sur des opérations d'autres groupes et puis on discute, on fait du réseau, on fait des contacts. Du circuit et puis, court. Quand on se revoit, salut, comment ça va? Alors ça se passe bien dans votre coin, etc. Voilà, maintenant on se reconnaît, on est dans la rue, on se reconnaît, on se croise, on se parle. Il y a ce réseau-là qui est, on va dire, je pense que c'est fondamentalement le point le plus positif à retenir de ces 11 mois, c'est qu'on a du contact, on a du réseau. Pour le moment, on ne sait pas trop quoi en faire, mais ça reste quoi. Et on va dire les plus déter parmi les gilets jaunes, ceux qui restent à la fin, là, encore jusqu'à ces 11 mois. Pas seulement les sympathisants, là. On parle des activistes. On se connaît dans toutes les régions de la France, on connaît des gens, on a tissé des liens, et ça reste. Et on est capable de faire des opérations à l'autre bout de la France, oui. Avoir de l'hébergement, de la logistique. Et voilà, ça avant, ça aurait été très, très, très compliqué. Et la camarade parlait de société du spectacle. Ça a montré aussi qu'on n'était pas condamné à l'individualisme et à se renfermer, à rester chez soi, replié sur la consommation ou sur Internet et la télévision. Donc ça a montré que les Français sont encore vivants. Et en fait, même l'instinct qui a poussé les gens à sortir, c'est aussi ça, quoi. C'est retrouver
tout ce qu'on nous enlève. Le collectif. Le collectif et puis la vie, le contact normal quoi, entre des êtres humains qui se croisent pas juste au supermarché, voilà, on est une nation, on est quelque chose de vivant. Voilà, c'est un peu... Je rajouterais volontiers le mot bienveillant. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance entre les gens qui se rencontrent. C'est précieux. Et donc ça peut nous amener... Ça c'est positif tout ça, c'est Voilà. pas négatif. Et ben ça peut nous amener au point négatif maintenant, c'est-à-dire, comme l'a dit le camarade, bon, maintenant on a ces réseaux, qu'est-ce qu'on en fait? Le problème majeur, moi je vois, c'est quand même l'organisation et la structuration. Oui, mais attends, juste pour rebondir, tu as dit camarade. Camarade, ça vient c'est de la même chambrée en fait en espagnol. Oui, Et ça veut dire, c'est à l'armée en fait. Oui. C'est-à-dire que tu partages la même chambrée, c'est ça. la même vie Oui, que les collègues qui vont aller au front avec toi. exactement. Et pour toi, on est là-dedans. Ah oui, mais donc, tu anticipes vraiment ce que j'allais dire, parce que pour moi, on pourrait dire l'organisation, toute forme d'organisation est d'une certaine manière, là ça va pas plaire à certains, mais d'une certaine manière militaire, mais dans le sens positif, c'est-à-dire avec une hiérarchie qui est basée sur le mérite et une hiérarchie organique, c'est-à-dire une hiérarchie des compétences, et pas une hiérarchie de l'argent. Voilà. Nous c'est ça qu'on cherche à reproduire. C'est une méritocratie en C'est fait. une méritocratie. Mais au bout d'un moment, il faut stabiliser cet ensemble-là. Ça ne peut pas être juste basé que sur le... On voit parce que vous n'êtes pas endormi. Là, on est en live, juste. Voilà. Et donc... On se rapproche d'une vision obscène en fin de compte du monarchisme, où l'État serait un corps relatif à l'exécutif. alors ça va être... Oui, à la fin de l'intervention, j'avais parlé un peu de concept comme ça, mais... J'ai entendu Léviathan tout à l'heure. Oui, en fait, alors je parlais de Léviathan parce qu'en fait, récemment, j'avais fait une conférence là, dans un institut de géopolitique où j'expliquais que le libéralisme sauce Macron ou sauce Soros se présente comme une volonté de fin des États, mais il va accoucher, comme le communisme à son époque, qui avait aussi la même idéal de fin des États, à une forme de Léviathan, donc de super-État, encore plus dur que ce que l'État n'aura jamais été. Parce que, justement, comme il aura dissous tous les corps intermédiaires ou tous les États réels, pour réprimer la population qui va se rendre compte de ce projet, il va devoir utiliser la répression beaucoup plus violemment que ce que ne ferait un État normal. Du coup, dû la fusion de tous les organes qui composent ce corps, l'exécutif, le Oui. législatif et le judiciaire. Ah oui, c'est sûr. Ouais. Et surtout qu'à chaque niveau, on a des rouages de personnalités qui sont porteuses de ce projet, au travers des réseaux on va dire, souterrains de la République. Donc avec l'État-nation, on est sur le principe de grand corps malade en fait. Ah, oui, en ce moment, c'est un grand corps malade, oui, clairement. Ouais. Et qu'il faut, mais c'est très juste. Pour moi, le but des Gilets jaunes, bah, c'est ça en fait. Le manque d'organisation pointe le manque de but et de stratégie d'ensemble. Pour moi, le but et la stratégie d'ensemble, qu'est-ce que ça doit être? Les Gilets jaunes sont là pour régénérer l'État. L'État nous a été substitué par des oligarchies apatrides, hors du corps national. Bruxelles, la City, New York. Des symbiotes, tu Évidemment. vois. Il y a une ségrégation. Et nous, en tant que population, nous sommes désormais sans protection et nous sommes soumis, on va dire, au rayonnement permanent de ces forces antinationales. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est non pas comme le proposent certains qui sont plus de tendance anarchisante, une fin de l'État, mais reprendre l'État à notre compte, le régénérer. Et ça peut passer donc un des échelons par l'échelon municipal, l'échelon local. Mais ça ne peut pas être le seul, ça ne peut pas être le local contre le national. Donc c'est à chaque échelon, mais nous on doit agir là où on peut agir. Le problème c'est que là, moi je serais comme récemment vous avez fait une interview avec Youssef Indy, je serais un petit peu comme lui, je pense qu'il faut une convergence au bout d'un moment, c'est-à-dire les gilets jaunes, des corps constitués qui comprennent qu'il y a un problème et qui sont dirigés dans le mur, et de toutes les forces qui veulent rassembler en fait rassembler ce qui est éparpillé de la nation, et les mondialistes veulent dissoudre la nation, mais on doit la rassembler. Voilà, c'est presque... Alors, juste pour revenir sur. Donc là, on est toujours dans la première partie, bilan d'une année de Gilets jaunes. Oui. Négatif, le point négatif. Donc je disais, l'absence donc de structuration, une certaine naïveté des leaders, on va dire médiatiques, des gilets jaunes peut-être, et aussi en fait, mais qui est compréhensible. C'est-à-dire eux-mêmes se sont jetés avec un instinct qui est juste, mais on va dire que Et certains ont payé le prix. certains ont payé le prix physiquement, donc on peut comprendre qu'en fait ils ont envie d'y aller, mais qu'en même temps ils savent que. En fait, voilà, c'est simple. Si on va prendre un exemple, mais parce que pour moi c'est quelqu'un d'héroïque. Jérôme Rodriguez.
il incarne, il est pour moi un chef, mais au sens historique. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est en avant, il prend des coups et il incarne à un moment donné une phase historique. Voilà. Des gens lui reprochent de ne pas vouloir aller assez loin ou de ne pas vouloir assumer ce rôle-là. Mais d'une autre manière, on ne peut pas lui reprocher cela dans la mesure où derrière lui, il n'y a pas forcément d'organisation qui va être apte à le soutenir réellement. Donc en fait, on est dans cette problématique-là. Il faut je ne sais pas comment appeler ça, si on dit chef, c'est mal vu, mais pour moi ça serait ça le terme, mais des leaders ou des responsables, et aussi une organisation qui leur permette eux d'être en avant, mais de ne pas supporter tout seul tout le poids non seulement du manque d'organisation, mais aussi le poids humain de tous les gens qui vont projeter sur eux des choses, qui vont leur demander des choses, et surtout, et donc ça nous ramène... Ça, c'est un stress énorme. Ça nous ramène à ce livre-là, cette étude Robert Michels, sociologie... Alors, il y a tout un courant de la sociologie politique qu'il faut récupérer et réétudier, comme Robert Michels, Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca. La main invisible de Pareto. Voilà, et c'est toute une sociologie, on pourrait dire, dont certains ont commencé au marxisme et après sont sortis du marxisme et donnent une alternative à la vision de lutte des classes. Et ce qui est intéressant, donc sur ce livre-là, Les partis politiques, écrit fin du 19e siècle, il décrit un petit peu un mouvement, un état de la société comme le nôtre, où en fait, là on a des anciens pouvoirs qui se défont, c'est-à-dire les monarchies ou voilà, les pouvoirs traditionnels, et qui sont concurrencés par les socialistes. Et les socialistes vont se diviser en plusieurs tendances. On va dire la plus extrême serait les anarchistes, mais qui refusent une organisation de type centralisé. Et puis les autres formes de socialisme qui vont au contraire opter pour un parti. Et en fait, lui, ce qu'il explique, c'est que même animés des meilleures intentions, ceux qui vont opter pour la forme parti vont se retrouver face à des contradictions qu'ils n'ont pas, anticipées au départ. C'est le fait que les masses veulent être dirigées et ne veulent pas être responsabilisées. Et qu'en fait, émerge toujours de chaque mouvement une partie qui va se détacher, qui va devenir une élite au sens de Pareto, pas au sens de, comme on dénonce nous, les élites bancaires, une élite naturelle d'une certaine manière, une élite des gens les plus aptes, les plus capables. Les gars qui mouillent le maillot. Les gars qui mouillent le maillot, mais aussi les plus rusés ou ceux qui ont en tête autre chose, peut-être une réussite personnelle ou autre chose. Et c'est difficile de distinguer au départ les uns des autres. Voire des fois au sein de la même personne, il peut y avoir les deux tendances qui se confrontent. Donc là, on est face à une problématique anthropologique presque. Mais donc là, on est dans la deuxième partie, la structuration politique. Donc nous, on est toujours dans comme à cette époque, c'est-à-dire on doit être réaliste par rapport aux facteurs humains. Voilà. Se dire, la masse des gens, comment dire, tout le monde n'a pas vocation, enfin genre dans une armée, tout le monde n'a pas vocation à être capitaine, à être colonel. Voilà. Donc il y aura forcément à un moment donné une hiérarchie qui va s'établir, mais c'est pas, on déteste ce terme-là à notre époque. Tout a été fait pour dévaloriser ça parce qu'on imagine la hiérarchie. La hiérarchie injuste, c'est la hiérarchie de Macron, c'est la hiérarchie des banques, c'est la hiérarchie de l'avorton employé de banque qui est à la tête d'un État comme la France, alors qu'avant on avait des rois. C'est pas gentil quand bah, même c'est ça, pour voilà. Macron là. C'est quelqu'un qui... Sa maîtresse d'école va pas être contente. Exactement. C'est quelqu'un qui, dans la vraie vie, raserait les murs. Voilà. Bon, ben, le vrai chef, c'est pas ça. C'est celui qui mouille le maillot. Voilà. Donc le vrai chef, c'est celui qui n'a pas peur de se prendre des flashballs dans la tête. Voilà. C'est ça le vrai chef. Alors, ce qu'on voit nous au niveau du 91, c'est que sur les opérations, il y a une hiérarchie. On est obligé d'avoir une hiérarchie forte, une structuration forte pour une opération, pour un souci d'efficacité, mais que cette hiérarchie est liquide. C'est-à-dire que sur une autre opération, la hiérarchie peut être complètement inversée. C'est très bien ça. Tu peux retrouver des personnes qui étaient simplement exécutantes ou exécutants sur une opération à la tête, alors à la tête coordonnée, coordinateur, coordinatrice, mais ça veut dire surtout collecter toutes les emmerdes, hein. Il n'y a aucune gloire à avoir là-dessus. C'est simplement les emmerdes policières, bien sûr, les amendes, les arrestations et tout ça, mais aussi des risques physiques, et puis la vie sociale qui est familiale, etc., les grosses pressions, le stress, et puis on est responsable de son équipe. C'est-à-dire que si ça merde, c'est notre faute. Et après, il faut vivre avec, et surtout s'il y a du blessé ou des problèmes avec la justice derrière. Donc nous, ce qu'on voit en tout cas dans le 80, c'est cette hiérarchie liquide, une hiérarchie en fonction des projets. C'est-à-dire les plus aptes, des capacités, les plus aptes vont être sur différents types de projets. C'est la meilleure chose. Après, effectivement,
le problème de la répression et du fait qu'après on est isolé face à la répression d'une certaine manière, ça c'est un problème qui doit être résolu. Il faut mettre en place, en fait, les gilets jaunes soit vont se dissoudre, soit doivent devenir un corps politique, ou un ensemble de corps politiques différents, suivant les projets. Dans le grand 2 du coup. Hein. On est complètement dans le grand 2, la structuration politique à construire. Ok, et donc là-dessus, on arrive par exemple sur le futur qui serait peut-être des syndicats, du néo-syndicalisme, du syndicalisme révolutionnaire, véritablement, pour chaque corps de métier, même pour les bleus, hein, ou pour les militaires ou les gendarmes, ça serait les femmes de militaires ou les époux de gendarmettes, mais ça permettrait d'avoir à la fois un réseau national et puis des syndicats qui fonctionneraient sur la base de la transparence en particulier des fonds, c'est-à-dire des commissions tirées au sort parmi les adhérents de la base pour auditer de façon très régulière et rapprochée, on va dire tous les mois, en live Facebook ou YouTube, les comptes du syndicat, savoir d'où vient le pognon, où est-ce qu'il va. Et on aura directement en fait les allégeances. D'autre part, on pourrait aussi imaginer l'audit du travail des cadres, du travail des représentants. On peut aussi imaginer que les représentants aient des mandats impératifs et révocatoires. On pourrait imaginer aussi un système de RIC en interne, donc de référendum, d'initiative pas citoyenne, mais des adhérents. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre, certains quotas, enfin bref, je ne sais pas comment le finaliser, mais on pourrait imaginer tout à fait que certaines questions remontent la structure et soient mises sur la table. Donc il y a des choses à faire. On est à 2000 années-lumière de tout ce qui existe actuellement parce qu'on a des structures qui sont opaques, autoritaires. On pense au syndicat, par exemple, de la Police Alliance, qui est le perroquet de Castaner. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas syndiqués dans la police ou qui sont sur des petits syndicats minoritaires qui disent que les votes ont été truqués, qu'il y a plein de magouilles, etc. Et qu'en fait, eux, c'est simplement des pions et des outils. Bon. Voilà, nous on ne va pas rentrer là-dedans, on n'a pas la data, on va dire, on n'a pas encore la data là-dessus, mais il est à imaginer qu'en fait que chaque corps de métier puisse être représenté par de véritables syndicats avec une couverture nationale, les plombiers, les gars dans la restauration, les gars dans le bâtiment, voire les profs, etc. Et que là on aurait un interlocuteur valable. Oui, mais pour réaliser ce genre de projet, pour moi il faut des porteurs de projets identifiés. Au sein de vos structures. C'est-à-dire, en fait, ce sont des choses qui sont lourdes à mettre en place. Et oui. Non, je sais pas, vas-y, continue. Ça marche pas ? Non. Si. Ce que je disais, oui, pour réaliser ce genre de projet-là, il faut des porteurs de projets identifiés en interne, des gens qui vont assumer la responsabilité de construire quelque chose et de le réaliser. Parce que pour l'instant, on est beaucoup encore dans une période où il y a beaucoup de papillonnage, voilà, mais ce qui est logique, c'est-à-dire les gens commencent quelque chose, il faut maintenant vraiment structurer et identifier. Mais ça, en fait, moi, je suis pour une idée, mais vous connaissez mieux le terrain que moi, mais il faudra bien accoucher à un moment donné d'une forme de coordination des Gilets jaunes et avec justement des pôles de projets et des pôles de compétences et des gens qui mènent ces projets-là. Après, en interne de ces pôles-là, tu peux mettre en place toutes ces dynamiques que tu as dit, c'est-à-dire des RIC internes, des choses comme ça, mais il faut qu'il y ait à un moment donné une ossature. Effectivement, mais si on veut de l'efficacité, on l'a vu sur le terrain, on est obligé d'avoir une structuration ferme. On ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est pas un merdier en fait. Ça doit être extrêmement précis. Rien que pour la charge de travail en fait et la répartition de la charge de travail. Donc effectivement là, ça pourrait être une évolution intéressante des Gilets jaunes. Cette structuration, voire des partis politiques avec des sensibilités plus ou moins différentes, mais qui seraient toujours sur la transparence, toujours orientés sur le bien commun, et surtout la transparence par rapport au pognon, parce qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, on sait que la corruption arrive par là, et on sait qu'à part Robespierre qui était on ne pouvait pas le corrompre, incorruptible. Ouais. Enfin bon, lui il était plutôt à couper les têtes, mais l'homme est corruptible, l'homme et la femme sont corruptibles. Donc il faut mettre en place les systèmes qui puissent
contrôler cette corruption potentielle qui est inhérente à notre nature humaine. Exactement. Et en fait, qu'ils puissent l'encadrer, la juguler, parce que la supprimer complètement, à mon avis, c'est un peu utopique. Mais c'est-à-dire que dès que tu vas arriver à une masse critique, par exemple, tu parles d'un parti, ça, c'est vraiment ce dont parle Robert Miquel, c'est que arrivé à une certaine masse, le parti devient corrompu, de manière quasiment mécanique. Organique ? Oui, parce qu'en fait, il va y avoir des intérêts divergents, il va se former des corps dans le parti de gens qui vont avoir un intérêt spécifique. Et Comme en fait, dans le Parti Socialiste, où c'était que des requins. alors, eux, ils sont arrivés au terme du processus, mais c'est pour ça qu'à la fin, les partis se sont liquidés et que le système a pris Macron, a fait la République en marche en liquidant ces vieux mammouths et en créant un nouvel avatar, quoi, parce qu'ils savaient que c'était mort, quoi. Voilà. Mais et en plus, il parle aussi de ce phénomène qui est très juste, Robert Miquel, c'est que même un parti qui se veut antagoniste de l'État, à mesure qu'il va grossir, il va devenir un État dans l'État, en fait, quoi. Et en fait, il va devenir de plus en plus... il va devoir, pour mener sa lutte qui devient toujours plus légaliste, il va devenir toujours plus peureux, en fait. Donc, il va être dans la compromission. Voilà, il va devenir, en fait, toujours plus conservateur, tout simplement. Au départ, il est révolutionnaire. Donc, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait pointé du doigt le paradoxe des partis révolutionnaires de l'époque qui devenaient en fait... De quelle époque, excuse-moi, de quelle Du 19e siècle, début 20e. Des partis socialistes qui se structuraient à l'époque. Et il disait, en fait, ils deviennent conservateurs. Non pas au niveau de l'idéologie, mais au niveau de leurs intérêts, en fait. Donc, et ça, c'est un phénomène qui touche toute structure, qui devient énorme. Donc nous, ce qu'on devrait arriver à faire, c'est effectivement une colonne vertébrale et on va dire une ossature, un système nerveux avec finalement pas tant de personnes que ça, mais identifiées, et qui eux, on va dire, électrisent un petit peu le reste du corps social et donnent une flèche, une direction où aller. Parce que ça rejoint l'autre thématique, cette thématique donc de la circulation des élites, c'est que c'est vain de croire. Il y a deux visions finalement, il y a la lutte des classes et la circulation des élites. La lutte des classes, c'est l'idée qu'à un moment donné, toute une classe de population va prendre le pas sur l'oligarchie, va reprendre les outils et à la fin peut même dissoudre l'État parce qu'elle aura réinstallé un ordre politique juste, ou bien il y a une vision qui selon moi est plus réaliste, c'est cette vision de circulation des élites qui dit que dans tout mouvement politique va générer donc une élite politique, mais une élite au sens ceux qui prennent le plus de risques, ceux qui sont le plus aptes, ceux qui sont le plus courageux, ceux qui sont en avant. Donc on pense à De Gaulle là par exemple. Oui, encore que De Gaulle, lui, il agit justement beaucoup plus en tacticien. On pourrait penser à des phénomènes. En fait, c'est universel. C'est-à-dire que lui, par exemple, il parle de la Révolution française. Il dit en fait, il y a les élites monarchiques à l'époque, elles deviennent d'une certaine manière décadentes, les aristocraties deviennent décadentes. Et dans la population, alors il y a la bourgeoisie certes, mais il y a aussi des gens qui en fait comme nous. C'est-à-dire, nous, d'une certaine manière, on est dans la population. Et on cherche, on pousse vers le haut. On ne se contente pas du rôle d'esclave que l'on veut nous. Donc en poussant vers le haut, on tire derrière nous une masse de gens qui elle aussi est mécontente. Mais le fer de lance, c'est pas la base de la flèche. Nous, on est en pointe. Donc c'est pour ça qu'on prend les coups en premier. Donc tu vois les Gilets jaunes comme l'avant-garde révolutionnaire du peuple français. Oui, mais comme une élite politique en gestation. Et qu'il faut maintenant donner les moyens à cette élite politique en gestation de devenir une véritable élite politique. Parce qu'on a vu justement les leaders qui ont été pris sous la focale des médias. Souvent, ils sont arrivés d'instinct comme ça et tout. Ils ont été héroïques, ils ont pris des coups, ils ont été mutilés certains. Mais ils n'avaient pas forcément l'arrière-fond politique ou la formation politique. Maintenant, on doit accoucher de la jonction des deux. Parce que beaucoup de gens me disent oui, mais maintenant le gilet jaune ça s'effiloche, ça va se terminer, je sais pas quoi. Mais d'une certaine manière, j'ai presque envie de dire, nous on est dans le mouvement des gilets jaunes, mais ce qui compte c'est l'histoire. C'était la première secousse, il y en aura d'autres. Le système là, il va vers le système économique, va vers d'autres collapsus. Donc il y aura d'autres réactions. Et là il faut être prêt. C'est-à-dire que là c'était l'émergence de quelque chose. Donc soit ça retombe comme un soufflet et ça se disperse, parce que tout est question d'énergie cinétique, de physique sociale. C'est-à-dire soit cette énergie, on arrive à la conduire vers une destination, soit il va y avoir une déperdition. C'est physique. Mais excuse-moi de te reprendre, mais les causes qui nous ont amenés instinctivement à rejoindre les collègues en novembre et décembre dans la rue, sur les ronds-points, sur les péages, les conditions elles sont encore là, Ah oui. voire pire. Tout à fait. Voire pire,
Donc, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Enfin, il y a toujours le stimulus extérieur qui fait qu'on est toujours plus en plus dans la merde. Donc, comment tu vois, enfin, on passerait dans la résignation? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se dirait, comme quand tu vois la Grèce par exemple, les gens, bon ben voilà. Ah ouais, d'accord, ils prennent des cachons, ils se suicident quoi. Ok. Oui, ou alors les femmes se prostituent pour acheter un kebab, ou voilà, enfin je veux dire, ça devient. Alors nous, mais justement, on a montré que, et pourtant les Grecs. Ça se passera pas dans le 91, ça. Ah ben, voilà. Mais nous justement, on a montré au monde que voilà, maintenant, en fait c'est ça la France, on a accumulé le truc, puis maintenant ça explose. Alors que tout le monde pensait, même de l'extérieur, ils disaient, mais les Français ils acceptent toujours plus, ils acceptent, et puis voilà, on a montré que non. Mais maintenant, ça, donc pour pas tomber dans la résignation, parce que ce qu'il y a eu, c'est la répression. La répression, c'est fait pourquoi? Bah oui, c'est fait pour faire peur, pour faire peur des conséquences sociales, des conséquences personnelles, de perdre ton couple, de perdre ta famille, de se retrouver, on va te dire à la fin, ouais, mais t'as vu, c'est de ta faute finalement, voilà. Et donc, pour éviter ça, le seul truc qui peut éviter ça, selon moi, c'est qu'il y ait vraiment une forme à la fois de mouvement politique et de contre-société qui s'organise et qui fonctionne de manière régulière, quoi. Donc tu penses à des circuits courts, à des circuits d'entraide, à des sociétés d'aide aux blessés, aux prisonniers, Oui. etc. Mais tout ça, moi, j'ai un peu une expérience de ce genre, on va dire, de l'activisme politique. Pour moi, ça ne peut tenir que si les gens ont en vue constamment un objectif collectif réalisable. Tu vois, c'est comme un drapeau au loin, ils se disent c'est bon, on fait pas ça, je suis pas juste dans mon coin à soigner mes blessés dans mon coin, c'est vraiment... Donc c'est fédérer, monter des équipes Voilà. bien sûr, parce que tout seul on n'arrive à rien, c'est en groupe qu'on arrive. donner une perspective globale. Voilà. Et pour moi, la perspective globale, c'est quoi? La perspective globale, c'est quoi? C'est atteindre le bien commun, tourner les c'est institutions. récupérer la souveraineté nationale. Voilà. D'accord. Et tourner les institutions. Oui, mais avoir la souveraineté, si on n'a pas les institutions du pays qui sont tournées vers le bien commun, ça servira à rien. Ça dépend. Parce que pour moi, c'est un mouvement. C'est pour ça que ça peut être la convergence de différentes choses. C'est-à-dire, les gilets jaunes, d'une certaine manière, c'est comment dire, si tu reviens presque à une tripartition de la société, en fait la société est toujours tripartite à toutes les époques. Vas-y, explique-nous. C'est-à-dire il y a toujours des élites intellectuelles qui pilotent des élites politiques et guerrières qui gardent l'ensemble du corps social et des élites et des on va dire, masses productrices qui reproduisent la survie de la société par le travail et par la production. Voilà. Et qui engraissent finalement les deux premières parties. Qui engraissent, mais ça dépend. Enfin, qui nourrissent, voilà, ils nourrissent. Si dans un système organique et où ceux d'en haut ne sont pas extérieurs à ceux d'en bas, bon, ils se nourrissent les uns les autres. D'accord. Parce que pour l'instant, ils s'engraissent. Hein. Même la Corée du Nord a repris ce modèle-là, avec trois types d'organisations, les intellectuels, les militaires et puis les travailleurs. Bon, voilà, c'est très schématique. Mais il y aura toujours quelque chose comme ça. Donc là, le problème, c'est que les élites, elles ne sont plus nationales, elles ne sont même pas européennes. Ils ont le mot Europe, mais ils s'en foutent de l'Europe. L'Europe, pour eux, c'est un échelon. C'est une région d'un État mondial. Alors on est un petit peu short en batterie, on va prendre la troisième partie qui est la stratégie pour les municipales avec ce concept de subsidiarité politique et le localisme. Alors qu'est-ce que la subsidiarité politique? La subsidiarité, c'est justement l'idée que en fait, chaque échelon politique ne transfère à l'échelon supérieur que ce qu'il ne peut pas réaliser lui-même. Je ne sais pas si ça a été clair. Bah vas-y, explique bien, donc, étale. Voilà. C'est bien expliqué. Voilà. Donc en fait, ça permettrait justement de pacifier cette relation, en fait, de sortir d'une certaine manière du jacobinisme d'État et du centralisme et du fait que pour chaque chose, et en plus, voilà, on a ce problème, c'est que l'État, la République jacobine centraliste est en train de transférer, ou a déjà transféré, la plupart de ses prérogatives à un jacobinisme européiste, donc à un étage encore supérieur. Je pense qu'un bon projet pour nous, c'est l'idée d'un... On a eu un petit problème là de matériel, on reprend tout de suite. Voilà, alors tu nous disais, pour cette subsidiarité... Alors, il y a eu des commentaires, mais en fait, les commentaires, d'une certaine manière, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les gens qui agissent. En fait, maintenant, ça aussi, c'est... Non, mais là, apparemment, il y a du piratage sur Facebook. Oui, voilà. C'est-à-dire qu'au niveau Facebook,
Ah oui. Au niveau Facebook quand même. Hein. C'est pas simple. Ouais. Tu vois, il y a des mecs, tu vois, ils sont Ils payés signalent. et ils prennent en fait, d'après ce qu'on voit, qui prennent en fait les profils des gens Bah oui. et qui marquent des choses à la place des gens. Tu vois, et les gens Ah ils oui, hallucinent, oui. ils font ah j'ai pas marqué ça et tout. D'accord. Donc vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Ça s'appelle de la grosse social engineering. Ouais. Facebook, on n'est pas propriétaire de Facebook. Voilà. Au niveau des algorithmes, on contrôle rien du tout. Les mecs, on n'est pas propriétaire de la structure. Donc là, on utilise les structures de l'ennemi, on va dire. Voilà, ça se passe en Californie. On n'a aucun contrôle sur ce qui se passe. Mais effectivement, c'est dans la vraie vie que ça se joue. Alors, Mais- ce qu'on peut pas faire à un échelon, Oui, on voilà. le fait le maximum au niveau de l'échelon municipal. Voilà. Et après, on transfère. Alors, Et- grosso modo, on peut faire la crèche, on peut faire, là pour l'éducation, hein, école primaire, le collège, voire le lycée au niveau de la municipalité. L'université, on ne peut pas le faire. Donc ça, c'est au niveau du département. C'est ça l'idée? C'est ça, oui, l'idée, ça. Et après, il y a les prérogatives vraiment régaliennes, voilà, la défense, des choses comme ça, ne peuvent pas être transférées et elles ne peuvent pas être gérées au niveau local. Voilà. La Parce que le justice problème, non c'est plus, qu'on est face d'accord. par exemple, on a des gens qui vont te parler de sortir de la 5e République pour aller à une 6e République, et en fait, ils veulent constamment, ils veulent dissoudre l'État, en fait. Le dissoudre progressivement, dissoudre les prérogatives de la verticalité de l'État. Et en fait, il faut arriver à allier la verticalité de l'État et, d'une certaine manière, les libertés locales. En fait. Et donc, en fait, il faut rétablir une tradition qui a été rompue à un moment donné par un centralisme exagéré. C'est ce que voulait faire De Gaulle dans son dernier référendum avant d'être mis dehors. Hein. Enfin, Parle-nous de cette vision gaullienne en fait. C'est un maximum de pouvoir aux échelons les plus bas de la société. Donc on parle des municipalités ou des groupements de communes. Et puis finalement le département aurait des portions congrues, la région aussi. Et en fait là on est complètement à l'opposé de ce qui se passe actuellement, où il y a un maximum de choses qui sont transférées sur les euro-régions. voilà. D'accord, ok. Et les euro-régions, eux, le problème, c'est qu'ils vont te parler d'une forme de subsidiarité européiste. C'est-à-dire, ils vont te dire, non, mais c'est très bien les euro-régions parce que justement, vous allez gérer dans l'euro-région les choses que votre État-nation qui est en train de s'écrouler ne peut plus gérer. Mais là, le problème, c'est qu'on est face à ça, c'est que comme l'Union européenne n'est pas, n'est pas une union des souverainetés européennes, c'est le projet de faire une région monde, une région à l'échelle du monde, d'une gouvernance globale. Parce que ça aussi, c'est la notion de gouvernance. C'est-à-dire, on n'a plus le gouvernement clair, on n'a plus, on ne sait plus, c'est une privatisation du politique progressif qui dissout le politique, d'où toutes les méthodes d'ingénierie sociale, de cybernétique pour gérer les populations. Vu qu'on dissout le politique, il faut bien tenir les populations autrement. Et donc, peut-être pour... C'est-à-dire pour les municipales. Là, pour les municipales 2020. Ce que tu dis, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait fait avec Jean-Pierre Crépin sur le municipalisme libertarien qui vient des États-Unis avec Murray Bookchin, où avec les technologies libératrices, l'échelon de la municipalité essaye d'avoir le maximum d'autonomie, y compris au niveau énergétique, produire avec du biogaz, essayer de recycler au maximum, mais au niveau ultra local, et essayer d'être autonome au maximum. Et puis finalement, quand ils ont besoin, oui, ils auront toujours besoin de grid du réseau EDF, mais en essayant de produire eux-mêmes leur électricité par différents moyens. Ok, mais comment ça pourrait s'appliquer pour les municipales 2020 ? Parce qu'au niveau des prérogatives des municipalités, ils ne pourraient pas en avoir de nouvelles. Enfin, comment tu vois les choses ? Ça peut être justement, ça doit être étudié un peu au cas par cas, mais justement un candidat qui connaît bien sa commune, qui est vraiment inséré dans la vie de sa commune, peut proposer des choses et même des modifications. En fait, vu qu'on sait qu'on ne va pas prendre le pouvoir par les élections, donc les gens qui vont aller au municipal, l'idée c'est qu'ils proposent des idées ou des pistes. Voire qu'ils fassent même pression sur les autres partis en disant voilà, nous on veut ça. Voilà. Et si les autres partis vont devoir se dire ah tiens, les gens ils suivent ça. Et de toute façon il y a cette idée là aussi. Il y a l'idée que des gens vont aller aux élections en montrant qu'ils ne croient plus au système des partis et qu'ils savent que le système des partis est inféodé à toute cette mécanique que nous avons décrit. Donc après voilà, sur des cas vraiment, ça doit être étudié au cas par cas par les gens qui vont se présenter. Moi, vous me demandez des questions d'ensemble, moi je vous donne des orientations. Après, moi je sais que j'irai pas aux élections municipales.
Nous non plus. Est-ce que là, tu peux nous dire, alors là, il y a un commentaire très intéressant, c'est pas Wilson, mais c'est pas grave, demande à ton invité ce qu'il pense des libertariens aux États-Unis qui sont pour un État réduit au minimum. Oui. Alors l'État, finalement, ça serait la défense, la justice, les relations extérieures avec les autres États, les douanes. Pas forcément la justice. Hein. Tu penses que la justice devrait être réglée au niveau du bah département, oui. de la région Non, ou de de la... la commune. Pourquoi qui est mieux à même de régler les affaires notamment de voisinage, les problèmes entre les gens? Parce qu'en général, la justice, c'est ces problématiques-là que ça règle. Qu'au niveau local. Je veux dire, à un moment donné, pendant la Révolution, il y a eu une période où la justice, le pouvoir judiciaire était populaire, c'était avec la création de petites juridictions, je ne sais plus, avec notre collègue Yannick, on en avait parlé. Je ne sais plus c'était quoi le terme exactement, mais en gros, à l'échelon communal, il y avait un juge qui était désigné par les villageois de la commune et qui réglait les affaires de justice au niveau local, quoi. D'accord. Mais par exemple, pour tout ce qui est prison, etc., incarcération, on peut imaginer que là, c'est plutôt à l'échelon département, région, à part pour des crimes très graves, où là, tu passerais... C'est la du délit, donc pénal, délictuel, il va falloir faire une réorganisation des cours. Bah, je sais pas, moi. Ah bah là, ça rejoint toute la autre chose. justice. Tout est possiblement à redéfinir. Là, ça rejoint pour Là, moi clairement. ce qui devrait être, mais ça, qui va le faire, je sais pas, mais les Gilets jaunes devraient travailler à ça, c'est qu'en fait, dans chaque domaine, on va dire, important de l'État, il faudrait qu'il y ait des pôles vraiment de réflexion et de concrétisation de ce qui doit être fait. Par exemple, sur la justice, sur les prisons. Voilà. Sur la justice, on a des syndicats ultra minoritaires qui sont très idéologiques, par exemple, qui orientent certains magistrats. Bon, ben ça pose question. Bon, c'est comme ce que vous disiez sur la police, des syndicats ultra minoritaires, je veux dire, pardon, qui prennent la parole au nom de... Enfin, surtout au niveau de la justice, c'est qu'il n'y a pas des caméras partout. Parce que normalement, la justice est rendue au nom du peuple français. Ben, ok, il faut y aller sur place. Rentrer dans la salle en fait pour savoir ce qui se passe. Ça pourrait être devant des caméras. Ça rejoint à nouveau le problème de l'organisation politique. Ce qui vient au départ, c'est l'organisation politique. Si on a un projet politique, après, on trouve les gens qui vont être qualifiés dans chaque domaine pour poser, qui ont selon la même orientation de vue que nous, vont pouvoir appliquer ça dans leur domaine. Mais nous, tout seuls, on ne va pas pouvoir traiter chaque domaine en disant « Ah oui, maintenant la justice ça doit faire ça ». C'est des questions de spécialistes à ce niveau-là. Mais est-ce que, pour reprendre ce que disait Youssef Indy, est-ce que tu n'as pas peur que si dans cette optique, cet élan de municipalisme autonome, libertarien, etc., en plus avec des nouvelles technologies, par exemple au niveau des picots hydroliennes, micro-hydroliennes, etc., est-ce que tu n'as pas peur finalement que les grandes métropoles, là où il y a malgré tout la majorité de la richesse qui est produite, soient tentées de faire sécession? On a 27 métropoles de plus de 400 000 habitants en France. Qu'elles soient ces métropoles en disant on a les aéroports, on a les ports. C'est ce que voulait faire la Californie au moment de l'élection de Trump. Ils ont dit nous on peut, si vous allez dans cette voie-là, nous on fera sécession. Voilà. Donc, est-ce que tu n'as pas peur que finalement, ça éclate le pays avec Paris qui soit comme Singapour, tu vois, et qui laisse crever C'est ce qui va se passer si on ne propose pas autre chose. Mais c'est même pas... Peut-être qu'en fait, c'est le projet, c'est là où on va. Nous, on est en train... les gilets jaunes, regarde, c'est la jaunisse de la population. Là. On a chopé une maladie, d'un seul coup, on se rend compte qu'on est infecté. Hop, ça sort, c'est visible aux yeux de tous. Voilà, tu as cette crise-là d'un seul coup. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Soit ça aura été la crise avant qui gagne et qui passe à autre chose, soit on arrive à organiser politiquement cette chose-là et à en faire une force antagoniste avec une stratégie de confrontation, mais intelligente avec leur projet à eux. Et qui dit stratégie dit dialectique des volontés. Okay. Eux, ils ont leur volonté d'aller dans une direction et nous, on doit avoir la nôtre. Et notre volonté doit unir toutes les volontés éparses des gens qui sont dans cette lutte politique. Bref. Non, pas bref, parce que là, c'est extrêmement intéressant. Ouais, d'ailleurs, pour apporter quelque chose, en fait, là, comme on a participé à un colloque à Toulouse sur la convergence et la stratégie, et donc déjà pour définir ce que c'est qu'une stratégie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le définir, donc on avait fait un petit parallèle avec ce qu'avait dit Mao.
Mao, il avait dit la stratégie, c'est l'art de gagner la guerre et la tactique, c'est l'art de gagner la bataille. Donc la stratégie, c'est souvent du moyen long terme. Et la tactique, c'est voilà, ce samedi, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour faire valoir, nous, se faire voir médiatiquement. C'est la vue d'ensemble. Et là, c'est très juste ce que tu dis, parce que certains stratèges militaires, ils disent voilà, le but de la stratégie, c'est le politique. C'est d'arriver à pousser l'autre à une décision politique. C'est ce qui a manqué aux Gilets jaunes. En face, ils ont réussi, au début, ils ont eu peur. Genre, ils étaient prêts, ils ne s'attendaient pas à quelque chose à ce point-là. Mais ils ont très vite compris comment désorienter, voilà, reprendre la main et nous balader. Et voilà, nous balader au sens même des manifestations où on se balade toute la journée. Ah bah là pour l'instant tout ce qui est déclaré ça passe très loin des zones oligarchiques. Au bout d'un moment, faut savoir, donc la stratégie sera de définir quels sont les objectifs du mouvement. Voilà. Et la tactique c'est effectivement, on crée un syndicat comme on le fait, ou alors on fait, on fait une manif comme on l'organise, ça c'est la tactique, c'est les moyens en fait qu'on emploie et comment on les emploie. Donc la première chose ça serait de mettre les ennemis sur la table. Alors ouais, ce que j'allais dire aussi c'est que en termes de stratégie, pour élaborer une stratégie, il faut pouvoir comprendre son ennemi, donc il faut pouvoir définir son ennemi. Et ça, c'est quelque chose que les Gilets jaunes ont eu du mal à faire et que notamment les, entre guillemets, les têtes médiatiques, on va dire, des Gilets jaunes par manque de bagage, je pense, au niveau de ce que ça veut dire que l'oligarchie, ils ont eu du mal en fait à définir l'ennemi. C'est-à-dire, ils nous parlaient de Macron, du gouvernement, mais non. Notre ennemi, c'est ceux qui tiennent la banque, la monnaie, et donc du coup, ils sont capables de financer tout un tas de choses. Donc, ils font la corruption du politique, ça c'est une chose, on a bien compris, mais ils font aussi la corruption au niveau des médias, ils détiennent les médias, ils détiennent aussi tout un tas de réseaux et de groupes d'influence, et ils sont capables de financer des ONG et de créer des contre-révolutions et de créer des mouvements sociaux complètement financés de A à Z avec un bagage idéologique qui vient de l'oligarchie d'en haut. Donc on l'a vu, voilà, c'est toi tu l'as très bien décrit avec l'Open Society, etc. Donc en fait, il faut comprendre ça. Une fois qu'on a compris que notre ennemi, c'est lui qui détient la planche à billets, donc il est capable de financer, de payer des gens et de créer des contre-révolutions et des manipulations au niveau de la société, et bien déjà, on peut s'attendre à des manipulations, on peut s'attendre à des opérations false flag, on peut s'attendre à tout un tas de choses, et on est capable de les déjouer. D'accord. Mais en fait, on peut pas reprocher aux gars qui ont mouillé le maillot, qui ont été à fond avec toute leur bonne volonté, leur bon cœur, etc., d'avoir été se confronter à un ennemi beaucoup plus vicieux, qui étaient les professionnels de la manipulation, on pense à Hanouna, etc. On ne peut pas leur reprocher ça. Ça, c'est clair. Nous, en tant que constituants, on a trouvé 4 ennemis. 4 piliers, en fait. L'ennemi, c'est le système financier, oligarchique, mondialisé, d'accord. Mais il y a 4 piliers. Il y a la dette qui est illégitime, c'est une dette odieuse. Une dette odieuse. On n'a jamais voté pour. Il faut savoir que les intérêts de cette dette, c'est le 2e poste du budget de l'État en France. On ne remboursera jamais cette dette. On fera que rembourser des intérêts qui sont en train d'aspirer en fait tout le pognon de tous les services publics. De tous les services publics. Et donc on le vit, nous dans l'Essonne, on voit ça, voilà, c'est un retour terrain par rapport aux hôpitaux, par rapport à la charge de travail sur les infirmières, les urgentistes, etc. Même au niveau des pompiers, vous êtes capable de le faire à 2, on fait un test, ah putain, vous pouvez le faire à 2. Vos équipes de 3 vont être diminuées à 2. L'air de rien, tu augmentes de 50% la charge de travail sur les gars. Mais ça, dans tous les niveaux. Et en fait, c'est du line management, c'est ça? Ils font ça à la RATP, à la SNCF, partout. Donc, la première chose, cette dette illégitime. Banqueroute, défaut de paiement. Philippe Lebel, lui, il coupait les têtes, après il brûlait les créanciers. Bon, ça, c'est une autre époque. Mais ça a été fait dans l'histoire de France 8 fois de suite. Et c'est marrant, c'est que Ruffin, quand il était aux éditions Fakir, était directeur de publication où il expliquait en fait le côté historique de tout ça. Maintenant qu'il est à côtoyer les grands de ce monde, c'est-à-dire les gars à la Commission européenne et puis à l'Assemblée nationale, ça il l'oublie en fait. Il se met dans sa cuisine pour parler, mais il ne parle pas en fait des sujets de fond, c'est-à-dire cette dette illégitime et odieuse. Le deuxième point, c'est la création monétaire qui est aux mains de banques privées. Quand tu crées la monnaie,
Oui. Tu crées les règles en fait du jeu de poker. Donc tu te rebanques indéfiniment. Et comme disait Valérie Bugot, la séparation des pouvoirs c'est bien beau, mais de toute façon il n'y a pas de pouvoir sans le pouvoir de votre monnaie. Ouais. Donc, ok, il n'y a Donc, pas de de souveraineté démocratie souveraineté sans monétaire. souveraineté monétaire. Ouais. Il ne peut y avoir de démocratie sans souveraineté monétaire. Ok. Et le troisième point, c'est la Constitution. Bon, ça, c'est tout le travail des équipes de Chouard et de Chouard lui-même sur des 15 ans à peu près, où en fait, c'est les hommes de pouvoir n'ont pas à écrire les règles du pouvoir. C'est un truc aussi simple que ça, tout le monde le comprend. On ne peut pas laisser à des loups la clé de la bergerie. Donc c'est... Alors, t'es pas d'accord? Non, c'est pas que je suis pas d'accord, je suis entièrement d'accord. Mais ça pose peut-être, mais là, bon, par rapport à. C'est pas Chouard directement, mais un peu cette idée, ça pose l'idée de qu'est-ce qu'on place. Vous avez dit tout à l'heure très justement, c'est quoi le politique? En fait, ce que vous avez dit, ça rejoint exactement, ça c'est un autre livre, Carl Schmitt, la notion de politique. C'est quoi le politique? C'est désigner l'ennemi, savoir désigner l'ennemi. Carl Schmitt explique qu'avant même qu'il y ait l'État comme forme politique, le politique existe dans la mesure où il y a des groupes humains qui sont antagonistes par nature, parce qu'ils vivent dans des conditions qui font qu'ils ont des ressources limitées, ils vont devoir s'en approprier pour survivre. Il va se créer des rapports de force. Le politique organise ces rapports de force, et donc le politique permet à une communauté, à une société humaine, d'avoir des moyens pour se défendre contre des ennemis. Parce qu'en fait, donc c'est pour ça que souvent, enfin des fois je peux avoir certaines réticences avec certaines questions de thématiques autour de Chouard ou d'autres, c'est que qu'est-ce que l'homme à l'état de nature? Est-ce que l'homme à l'état de nature, Rousseau disait, l'homme naît libre, il naît libre et partout il est dans les fers, c'est-à-dire il est enchaîné, c'est-à-dire que c'est la société qui l'enchaîne. Pour moi, une vision réaliste de l'être humain fait que non, en fait l'homme il est à la base, il n'est ni bon ni mauvais, il doit survivre dans l'état de nature, donc il va s'organiser pour protéger ses proches, les plus proches. Et à partir de là, donc va apparaître le politique, parce qu'il y aura d'autres groupes qui auront des intérêts antagonistes sur, on va dire, des ressources limitées. On va dire, ah oui, mais alors ça veut dire qu'on est condamné à la guerre. Non, ce qui empêche la guerre perpétuelle et la guerre civile généralisée, c'est le politique. Là encore, Qui doit arbitrer entre... qui D'accord. doit protéger la communauté dont il a la charge et qui vit sous son empire. Mais il doit aussi donner une vision, le Et politique. il doit donner une vision. Donc Mais, ça, c'est les 3 points du politique. Qu'est-ce que le politique? Il doit protéger... il doit protéger, il doit désigner, ce que n'ont pas fait justement encore les Géants parce qu'il manque de stratégie pour le coup, désigner quel est l'ennemi et quels sont les ennemis. Et Carl Schmitt aussi disait une chose sympa, il disait il n'y a pas d'état pire pour un être humain que de vivre sans avoir identifié clairement son ennemi. C'est-à-dire qu'il est constamment en porte-à-faux. C'est ce qu'on nous fait vivre actuellement. Alors, on nous balance constamment des choses, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas d'où viennent les coups. Nous, on a un 4e ennemi qu'on a réussi à identifier. Après, vous, les amis, sur le live, vous pouvez aussi... Quatrième outil en tout cas. Voilà, de l'ennemi, c'est la mainmise oligarchique sur les médias de masse pour en faire oui, là, des outils de propagande de masse, justement. C'est des chaînes d'information en continu, où on est dans l'émotionnel, limite hypnotique, avec des bandeaux dans tous les sens, on se croirait sur des tableaux de traders, en fait. En fait, ça hypnotise. C'est hypnotise clairement, parce qu'il y a même des études qui ont montré que le cerveau émet des ondes alpha au moment où tu regardes la télé, donc tu es dans un état de conscience un peu altéré. Mais bon, ça c'est... Donc voilà, nous on en a défini 4, les piliers de l'ennemi. L'ennemi pour nous, c'est les prédateurs financiers que sont ces oligarques, ce système oligarchique financier, tentaculaire. Mais tu as dit le mot prédateur. En fait, il faut avoir en tête, pour moi c'est le défaut qu'avait Chouard, c'est que non, tous les humains ne sont pas gentils. Il y a des prédateurs, il y a des gens qui veulent te tuer, il y a des gens qui veulent te manger, en fait, qui veulent prendre tes ressources, ils s'en foutent que ta famille crève de faim, et ils feront ce qu'ils ont fait en Syrie, s'ils peuvent le faire ici, ils le feront ici. Donc c'est... Ce qu'ils ont fait en Grèce. Voilà, ce qu'ils font en Grèce actuellement. Voilà, et en fait, tout ce que tu parlais, la réduction des services sociaux, c'est pour ça que, par exemple, pour parler des libertariens, un commentateur, il disait, le problème des libertariens, c'est qu'ils sont même pour la fin des protections sociales et des choses comme ça. Ça, c'est faux. Il faut en fait réduire l'État, l'amaigrir là où il n'a pas lieu d'être, d'une certaine manière. Et par contre, il doit être un rempart et un rempart de fer là où il faut, quoi. Et ça, c'est ce qui fera la différence entre nous et on pourrait dire les altermondialistes ou les gens qui sont un peu flous dans leur doctrine. Les doux rêveurs. Les doux rêveurs. Ouais. Et justement, à ce propos, pour en revenir à la question de la stratégie, par rapport à l'actualité là, qui nous amène sur la question d'extinction, rébellion, etc.,
Le problème fondamental d'Extinction Rébellion, c'est qu'ils ne veulent pas désigner d'ennemis. Donc il n'y a pas de stratégie. Tout le monde est gentil, Tout le on monde va est leur gentil, demander gentiment, on ça va va se demander faire. au D'accord. gouvernement, on veut que le gouvernement se bouge un peu sur la question, etc. Ils sont dans la compromission en fait, ils sont dans la négociation, Ils sont complètement dans la compromission. négociation, dans la compromission. Eux, Bah, c'est ce qu'ils font avec les autorités. C'est ce qu'ils faisaient avec Hidalgo là, pour ce matin, avec les, avec Châtelet, etc. Non mais complètement, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas désigné l'ennemi. Alors, nous par exemple, on a très bien compris que dans ce combat-là, la police, l'État, c'est un outil de l'ennemi parce que l'État nous a été volé et l'État est dominé et utilisé par notre ennemi qui se trouve être la banque et la finance. Il a été piraté en fait. Voilà. Il a été piraté. Donc ils utilisent ce qu'ils ont à disposition dans l'État, c'est-à-dire les forces de l'ordre, les forces armées. Mais c'est un outil. C'est pas les forces de l'ordre notre ennemi parce que les forces de l'ordre ils obéissent à des ordres justement. Donc nous, si jamais on arrivait à subvertir ça, à s'emparer de l'État, on pourrait l'utiliser à ce moment-là comme une arme contre nos véritables ennemis, à savoir la banque, la finance, Wall Street, la City. D'accord. S'il y avait une coordination de Gilets jaunes organisée sur cette idée-là, elle pourrait envoyer des messages positifs au corps constitué en leur disant voilà, regardez, de la même manière qu'il y a des Gilets jaunes comme vous qui savez que ce qui compte, c'est ceux qui tiennent l'État et pas les forces de l'ordre, on va dire. Donc il y a aussi des gens chez les forces de l'ordre qui ne pensent pas que les Gilets jaunes sont juste un amassis de gauchistes qu'il faut matraquer, qui veulent tout casser. Ce qu'il faut, c'est arriver à créer de nouveau. Ce que veut rompre le pouvoir oligarchique, c'est les liens entre les différents corps de la nation. C'est pour ça que maintenant, on a tout le monde, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à mesure que l'État est dissous, c'est une autre notion. L'État, qu'est-ce que c'est? C'est le monopole de la violence légale. De la même manière, à l'état de nature, l'homme est violent pour devoir s'organiser et survivre. Cette violence, quand l'homme se civilise, elle est jugulée au travers du politique et ensuite elle devient une forme étatique. L'armée, la police, ça c'est de la violence qui est canalisée, organisée. Et quand un humain est civilisé, il est politique. Quand il n'est pas politique, il est barbare. Sa violence est désordonnée. Il va agresser son voisin pour prendre immédiatement sa subsistance. Voilà. Donc un monde organisé, c'est un monde de relations entre des entités étatiques qui représentent chacune d'entre elles le monopole de la violence légale pour la population dont elles ont la charge. Donc, à mesure que l'État est dissous par l'idée mondialiste, se répand dans la société la violence. C'est-à-dire que ce monopole de la violence légale se dissout. Donc la violence va commencer à se répandre mécaniquement dans la société parce que les corps constitués, parce que chaque partie de la population, chaque partie de l'État va commencer à voir ses intérêts vitaux menacés, donc va se replier sur lui-même. Et là, tout l'enjeu actuel, c'est que tout ce qui est organisé, les syndicats, font en sorte que chaque revendication sectorielle reste une revendication sectorielle, ne rejoignent jamais les autres. Mais à l'heure actuelle, il faut un projet d'ensemble. Et ça peut être qu'un projet donc politique avec une vision de qu'est-ce que doit être l'État et le politique pour la France. Et la France, c'est l'échelon idéal parce que c'est, un État-nation est basé sur une unité linguistique, une continuité historique et un projet politique. Là, on est en train de vouloir nous enlever ça à tous les niveaux. Voilà. Donc les Gilets jaunes sont la partie populaire de la population ou des classes productrices. C'est ça aussi en fait. Il est où le vrai combat? Le combat, il n'est pas entre les riches et les pauvres, il est entre les producteurs et les parasites. Entre tous les producteurs de richesse, les producteurs de culture, les producteurs de toutes sortes de choses, les producteurs de forces organisées, voilà, donc il est là, et c'est pour ça que sont intervenus à un moment donné dans le débat des gens, pour moi c'est clair, des Juan Branco, des gens comme ça, ce sont des gens qui viennent court-circuiter la mouvance en lui donnant des objectifs de ce type-là. Ah, les riches, ils sont méchants, les riches, c'est loin, c'est un truc qu'on ne sait jamais ce que c'est. Non, parasite, producteur, qui travaille, qui voudrait travailler, ne peut pas être travaillé, est empêché de travailler par ce système. Voilà. Donc on pourrait rajouter légitime, illégitime à producteur légitime, parasite illégitime. Ah oui, ça va de pair. Hein. Pour moi, un producteur, c'est quelqu'un, du moment que tu es... tu sers à quelque chose. D'ailleurs, Juan Branco serait arrivé dans l'entourage de Fire après qu'il ait dénoncé quelques petits groupes oligarchiques. Voilà. Ça rejoint tout dans la phase, on va dire dans le bilan Gilets jaunes. Pour moi, je vois ça, c'est qu'à un moment donné,
Mais là, c'est pareil. Des gens se sont plaints que, effectivement, des Flyriders ou même des Jérôme Rodriguez et tout se retrouvent entourés de gens issus de cette mouvance-là, ou de la France Insoumise ou d'autres. Mais c'est parce qu'il n'y avait aussi rien d'autre. C'est-à-dire, à se prendre des coups, là, ces gens-là qui sont inexpérimentés aux politiques voient arriver des gens qui disent non, on va t'aider, on va faire l'avocat, on va t'aider. Et ils ont besoin d'être aidés. Donc, tant qu'on n'aura pas notre structuration à nous, on sera exposé au risque d'ingérence de l'extérieur, donc de l'extérieur au niveau français, donc ces mouvances-là, trotskistes et autres, et de l'extérieur au niveau international, c'est-à-dire les milliardaires mondialistes qui arrosent des mouvances comme Extinction Rebellion et autres. Parce qu'ils en trouveront toujours d'autres, des choses. C'est pour ça que, par exemple, c'est très bien ce que vous faites. Les militants en eux-mêmes sont animés de quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire le fait de vouloir, quand on est jeune, de se dire « Ah, il y a une extinction de masse des espèces animales », et tout, c'est légitime de vouloir intervenir sur ça. Mais après, ça, c'est l'écume des choses, c'est les conséquences. C'est l'écume des choses, mais c'est déjà, en tout cas, ça montre qu'une énergie est toujours là chez les jeunes. Ce que vont faire ces milliardaires-là, c'est qu'ils vont détourner cette énergie. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont détourner la violence du politique, c'est-à-dire la potentialité, presque, là encore c'est de la physique sociale, c'est l'énergie de la jeunesse qui pourrait être orientée dans une bonne direction, ils vont l'orienter vers autre chose. C'est comme, finalement, c'est un peu une question taboue ça, mais c'est un peu comme la sexualité, la violence en politique. C'est quelque chose, oui, c'est quelque chose qui existe, et qui doit être canalisé. Si de la sexualité, ça peut mener à la pornographie, mais dans le couple, c'est une chose fondamentale. Okay, ça épanouit, c'est la même chose, la violence au niveau politique. Il y a quelque chose en l'homme qui est là. L'homme est un animal politique violent, c'est ça? Violent, en fait, oui, qui a recours à la force. Vous pourrez peut-être dire plutôt la force d'une certaine manière, la force physique, voilà, mais au bout d'un moment, ça prend c'est pour ça qu'on a parlé de l'État comme monopole de la violence légitime. Voilà. Non, et je te dis, si l'État il est dissous, on va avoir dans toute la société la violence qui se diffuse, et c'est ce qui arrive. Les gens l'anarchiste qui va dire voilà, la police m'a matraqué, donc maintenant tous les policiers sont des salauds. Le policier qui va faire le mine de se faire crever. Ça, c'est des amalgames, voilà. Oui, mais ça, c'est la violence qui se diffuse dans la société, et à la fin, c'est vraiment ce que les Grecs ils appelaient, il y avait l'état de stasis, c'est-à-dire quand la cité se défait et que chacun reprend son intérêt vital propre, et finalement on voit, c'est la guerre de tous contre tous. On en arrive à gouverner par le chaos. Gouverner par le chaos. C'est l'oclocratie, c'est de la foule, de toutes les foules en fait, de toutes les foules solitaires. Oui, des foules solitaires, mais qui après sont, on va dire, découpées en plus en secteurs de plus en plus, de manière à ce que ces foules... Oui, parce que ça j'en parle dans mon livre à un moment donné, je dis que, Soros dit clairement qu'il y a le risque dans une société ouverte, donc c'est ça la société ouverte, c'est une société où il n'y a plus de frontières, plus rien, où chacun voilà. Et donc dans une société ouverte, il y a le risque que les individus laissés à eux-mêmes se rendent compte qu'il y a un problème et utiliser la nostalgie d'une certaine manière d'une forme de société plus organique et qu'à ce moment-là, ils rejettent ce mondialisme. Donc, alors juste pour préciser, tu es un spécialiste de Soros et comment Soros manipule les ONG. Voilà, d'où ton bouquin sur... Mais j'ai parlé de ces aspects-là, de comment Soros manipule les ONG, comment il utilise certains vecteurs, mais aussi du projet d'ensemble qu'il a, et notamment, en fait, pour couper court à toute accusation de complotisme, j'ai montré dans le livre qu'il ne s'agissait pas d'un complot, mais d'un projet de société. C'est le projet de société de l'hyperclasse mondialiste, de financiers qui oriente la politique des nations occidentales vers ce projet-là. Avec par exemple des armées privées comme Blackwater, etc. Alors, on arrive à ça aussi, oui. Des armées privées ou des proxys aussi, comme on voit. Là en ce moment, les Kurdes sont en train d'être lâchés. Bon, ils ont été utilisés, maintenant on les lâche. Avant c'était les néo-nazis ukrainiens. Voilà, bon, suivant les secteurs, ils vont... Et ça, pareil, Carl Schmitt en a parlé dès son époque. La théorie du partisan, il expliquait, donc notion des politiques, théorie du partisan, il expliquait maintenant, dans un système qui va devenir international et où les États-nations vont être de plus en plus dissous, la guerre sera de plus en plus... la frontière entre la paix et la guerre va devenir de plus en plus floue. Et les forces qui veulent faire des guerres vont employer des moyens indirects. Donc ce qu'il appelait lui des partisans à l'époque, mais qui en fait nous, on va dire les proxys ou les guerres par intermédiaire. Ou des sabotages comme au Venezuela sur les usines hydroélectriques,
ça coupe l'électricité, ça plonge Ah oui, le alors, pays dans après, le... il y a toute une batterie mais là, il parlait ça par rapport c'est intéressant même pour nous, c'est-à-dire des militants qui, par exemple, peuvent être eux, selon leur point de vue, au niveau de leur théâtre d'opération, ils vont penser à agir dans le juste, et puis finalement, ils vont être pilotés par quelque chose qui a un intérêt à ce que eux, ils aillent dans cette direction. Est-ce qu'on peut pas se défendre en simplement analysant et remontant les flux de financement? Oui, ça on peut le faire, mais ça on peut le faire quand on a déjà quand on a un peu de formation et quand on a un peu de temps aussi. Quand on est pris constamment dans le truc, on a de moins en moins de temps. Entre le boulot, la famille, les transports, c'est pas simple. Et après, quand tu es pris par la guerre civile, quand tu es pris, c'est-à-dire par l'affrontement avec celui d'à côté, ou déjà avec l'affrontement avec la police, tu as le moins en moins le temps de réfléchir. D'où la nécessité vitale que dans un mouvement politique de masse, il y ait des stratèges, c'est-à-dire des gens qui ont la vue d'ensemble. C'était quoi un stratège dans la cité antique? Dans la cité antique, le stratège était nommé pour avoir justement mener des guerres, des campagnes de guerre pendant une certaine période. Et c'est ça. En fait, nous, c'est une guerre politique. Il ne faut pas se cacher, c'est une guerre politique. En fait, on a découvert que les élites nous font la guerre. On a réagi, là, comme un homme qui voit une maison en feu, qui veut sauter dans la maison en feu pour sauver un enfant qui est dedans, mais au bout d'un moment, là, on comprend qui met le feu. Donc maintenant, il faut s'organiser vraiment. Sinon, ça continuera, jusqu'à ce qu'on soit... il ne faut pas oublier, dans mon livre, je parle de ça, des gens comme Soros, ils sont passés par des circuits de formation qui sont liés à des sociétés comme la Fabian Society. La Fabian Society avait comme symbole, quand elle a été créée, un agneau, un loup déguisé en agneau, un loup avec une peau d'agneau, c'était ça leur symbole. Après ils l'ont changé plus récemment. Voilà. Bon, c'est ça leur projet. Le projet c'est ça, c'est que ce ne sont pas des gens virils qu'on a en face, c'est pas des prédateurs, c'est pas des impérialistes classiques, c'est pas les envahisseurs, c'est pas les nazis qui arrivent en France. Non, ce sont des pervers. Ils se parent des atours, c'est l'arc-en-ciel. Ils ont tous des symboles gentils et ils détournent ça. C'est pour ça que les jeunes peuvent se faire avoir là-dedans. Mais tu restes positif quand même, un petit peu optimiste, parce que là c'est... En fait, je pense pas que ce soit... Enfin, pour moi, après, c'est pas l'optimisme qui guide mon action, personnellement, c'est la volonté. C'est soit ils gagnent, et ils nous écrasent, et on est esclaves pour toujours, soit on s'émancipe de ces gens-là. Et l'essence, en fait, c'est ça. L'essence du politique, pour moi, c'est une école qui existe avant moi, c'est le rapport de force. C'est pas l'idéalisme. C'est-à-dire, si tu es toi-même porteur d'un projet idéal, tu dois entrer dans une arène où il faut connaître les rapports, le fonctionnement. Et le fonctionnement du politique, c'est le rapport de force. Et donc savoir désigner l'ennemi, et savoir aussi que l'ennemi, c'est celui qui te désigne aussi. Tu ne choisis pas non plus. Si quelqu'un t'attaque, tu dois te défendre. Et tu dois t'organiser au bout d'un moment. Parce que si tu attaques tous les jours, au bout d'un moment, soit tu es un bolos, soit... Non, mais Castaner et Macron ne sont que des proxys de Soros et compagnie, donc... C'est vrai. Mais au niveau... malgré tout, il faut quand même des gens pour faire le boulot. Donc là, c'est eux qu'on a en face. Donc c'est des adversaires ou des ennemis? Ah oui, tu poses une bonne question, parce qu'effectivement, l'adversaire, dans la hiérarchie, c'est moins important que l'ennemi fondamental. Mais, parce que l'ennemi, il faut le détruire, donc, voilà. Et ça reste quand même des humains, malgré toute leur... On n'est pas obligé de les détruire, on peut les mettre en prison. Ou au Kerguelen, avec des chaussettes bien chaudes en laine. En Guyane, casser des pieds. Je peux raisonner sur il faut faire le boulot. J'ai vu une vidéo intéressante de Gaëlle Brackbrook, qui est fondatrice du mouvement Extinction Rebellion. Gaëlle Brackbrook. Gaëlle Brackbrook, et qui se trouvait à Londres et qui était interviewée par une journaliste. Et en fait, la journaliste lui demandait comment s'était passée la rencontre avec Theresa May. Et donc là, Gaëlle Brackbrook lui dit j'ai une anecdote à vous rencontrer. Theresa May nous a dit vous faites le sale boulot que les politiques, que nous, en tant que politiques, on ne peut pas faire. C'est intéressant quand même. Bah oui. Gaëlle Brackbrook, c'est la fondatrice de XR, Extinction Rebellion Angleterre. Mais international. International. Il faut comprendre un truc, les élites mondialistes, elles ont toujours généré... Enfin, là je parlais de la Fabian Society. C'était quoi la Fabian Society au 19e siècle? C'était des gens issus de l'élite britannique qui se disaient socialistes. Mais donc il y avait la montée du socialisme à ce moment-là, et eux, fils de banquiers, ils se disaient non mais nous on va faire un socialisme qui sera un socialisme par le haut. En fait, et donc en fait il y a toujours eu cette volonté de certaines élites de reprendre les mouvements sociaux et de les temporiser et de les digérer d'une certaine manière et de les recycler
selon leur intérêt là, de classe. Hein. C'est la gauche caviar en fait. C'est la gauche caviar. Mais ce terme finalement il est encore gentil parce que ils sont, enfin comment dire, c'est pas juste des bobos ces gens-là. Ils ont un projet de société et ils le mèneront jusqu'où ils peuvent. Voilà. Et tu peux donner le projet de société à long terme? Quel est vraiment leur projet? Non, parce qu'il faut qu'on l'entende à un moment donné, tu vois, le vrai projet. Bah, pour moi, c'est l'esclavage mondial. Enfin, Après, voilà, si on va jusqu'au bout, oui, je pense que. Mais bon, là, c'est une réduction de la population, esclavage du reste, et puis une élite mondialisée qui, elle, va passer d'un hypercentre à un autre, d'une métropole à un autre. D'un hôtel à un autre. C'est Attali, là. Oui, voilà. Et puis nous. Mais quand tu dis réduction de la population, c'est lourd ça. Est-ce que c'est un rapport avec les pierres en Virginie, je sais pas trop, là, tu sais, les Greystone, là Oui, j'ai déjà vu ça, mais moi je ne traite pas vraiment de ces questions-là. Moi je parle vraiment de choses très sociologiques et politiques. Parce que là, ça c'est le domaine d'autres chercheurs. Mais comment dire, ce que tu parlais très concrètement, la réduction, la destruction organisée plutôt des services publics, des hôpitaux, des choses comme ça, pour moi ça rentre dans cette ligne-là. C'est qu'en fait. Faire crever les gens en fait. Ben oui, à petit feu, et leur dire, mais. Les pousser au suicide. Chaque fois on nous dit, oui, on pense qu'il va y avoir une négociation sociale avec le pouvoir. Mais ils en ont rien à foutre. Enfin, c'est pas, leur projet, c'est pas de. Ils en ont rien à foutre. Leur projet, c'est pas de négocier. Enfin, c'est de gagner du temps. Donc c'est pieds entre temps. Mais les gens, en fait, sont gentils. Donc ils ne peuvent pas imaginer que en face des loups déguisés en agneaux ont pris le pouvoir et sont prêts à les laisser mourir. Ils disent non, mais quand même et tout. Voilà, mais alors, ce qu'ils veulent finalement, comme ils n'aiment pas l'humain, c'est finalement remplacer tout ça par des robots. Ils vont se retrouver tout seuls, ces milliardaires, entourés de robots. Ou est-ce qu'ils veulent vraiment aussi garder un pool de servants, tu sais, autour. De servants et puis de jouets sexuels aussi. Mais bon, là, c'est Jacques Attali, il explique ça dans non, c'est Epstein. C'est Epstein c'est pas Jacques Attali qui faisait ça. Mais... Alors, Epstein est peut-être un pratiquant, mais Jacques Attali est un théoricien. Donc, Attali, lui, il explique dans je crois, Désir d'avenir, ou je ne sais plus quel est le nom de son livre, non, ça c'est ouais, je crois, mais je sais plus, une histoire, brève histoire de l'avenir, ça s'appelle. Et il explique comment, en fait, dans l'avenir, on aura même des sortes de clones qui seront aussi des jouets sexuels. Voilà. Donc, il y a tout un. Mais bon, il projette des choses. Hein, c'est glauque. Putain, c'est glauque. Honnêtement, c'est glauque. Bah, ils sont glauques. Donc, mais ça reste quand même des humains. Donc l'ennemi, ça serait plutôt leur idéologie suprémaciste et basée sur l'argent, le matériel, la consommation, etc. C'est plutôt cette idéologie-là à détruire. Il faut détruire l'idéologie, mais en même temps, si celui qui tient le pistolet et qui te tire dessus, au bout d'un moment, il faut essayer de lui mettre des menottes parce que ça commence à bien faire. Donc les Kerguelen, voilà, des chaussettes de laine bien chaudes et Attali au Kerguelen. Voilà. Après, de toute façon, on est pacifique et bienveillant. On n'est pas des salopes comme eux. Oui, mais justement, ces gens-là, ils sont quand même lâches. C'est-à-dire que si vraiment il y avait un rapport de force qui devient problématique pour eux, tu verrais que là, il lâcherait du lest. Hein. Et Attali, il n'est pas loin des fois de commencer. Quand il a vu le début des Gilets jaunes, il a commencé à dire 2-3 choses qui étaient un peu différentes. Ils savent très vite se positionner. Et, Attali, il se dirait, bon, qu'est-ce que je dois vous conseiller? Il viendrait vite te donner des conseils si tu prends vraiment le pouvoir. T'inquiète pas, quoi. Parce qu'ils sont pas courageux. Ouais, mais on a quand même une bonne mémoire. D'un autre côté, tu vois Luc Ferry qui... a une bonne mémoire? Attends, tu vois Luc Ferry qui dit mais pourquoi les policiers tirent pas dans le tas, etc. Luc Ferry, tu vois, c'est incitation au meurtre, ça. Ouais. Tu vois, sur le peuple des producteurs. Ceux qui te conduisent, ceux qui te soignent, ceux qui te nourrissent. Et Luc Ferry, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, il a fait une sortie pour dire oui, on sait très bien qui est pédophile ou pas dans les élites politiques. Et là, il s'est pris une volée médiatique où à la fin, ça s'est presque retourné en Luc Ferry est pédophile. Donc il a compris qu'il fallait quand même... Donc lui, c'est un soumis intégral en fait. Non, mais lui, il fait partie de ces gens. Parce que, en fait, lui, on pourrait dire à la base, il a la formation classique. Il connaît, on va dire, la tradition française, européenne, occidentale. Il connaît ces fondamentaux-là, mais consciemment, il les trahit pour être dans l'hyperclasse. Ça, c'est le pire. Mais ça se voit même sur sa gueule. Hein, mais bon, bref, on peut aller. Ok, les amis. Bon, bah écoute, ça, c'est cette dernière embardée, ça te concerne. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce live? Non. On est bon? Bon, bah voilà. Oui, si, allez-y. Non, je voulais juste rebondir sur la Fabian Society. Oui. En tout cas, de ce que j'en ai compris, c'est qu'ils sont partis du constat qu'en faisant des
des gros changements brutaux ou des grosses révolutions brutales, qu'en fait ça ne marchait pas, qu'ils avaient une réaction vive. Oui. Et du coup, ils y vont par étapes et sur le côté. Oui. Donc d'où l'idée du mouton. Et en fait, vraiment, on est dans des stratégies de jeu d'échecs, quoi. Oui, des jeux d'échecs avec et des de- coups d'avance, et puis surtout avec plusieurs pièces. Oui. Et Bah oui. plusieurs objets. Alors, bon, évidemment, il y a l'objectif final qui est de faire tomber le roi. Mais évidemment, c'est ça, la c'est très stratégie. souvent multi-stratégie avec multi-objectifs qui stimulent. C'est pour ça qu'effectivement, les lectures sont parfois difficiles à. Bah, la stratégie, c'est le plan d'ensemble et c'est faire tomber le roi. Et effectivement, la tactique, c'est utiliser tel pion, tel autre. Et ils savent faire ça. Et sur cette idée de. En fait, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la physique sociale. Ils vont utiliser toutes les formes de réaction. Ils vont essayer de retourner cette énergie pour pas qu'elle se retourne contre eux, d'essayer de la retourner, de la court-circuiter. En fait. Voilà. Tout ça, c'est ça le principe de la cybernétique. En fait. Et. Donc là, on est très proche de ce que disait Lucien Cerise Ah oui, oui, sur oui. l'ingénierie sociale. Pour moi, c'est un de ceux qui a compris le mieux l'essence du fonctionnement du système à l'heure actuelle. Est-ce qu'on peut voir les deux bouquins voilà, pour rappel. Donc, on a premier bouquin, Carl Schmitt, La notion de politique et théorie du partisan. Et puis Robert Michels, Les partis politiques. Ça, c'est vraiment à lire pour tout militant de n'importe quelle tendance quand il s'engage en politique. À mon avis, tu lis ça, déjà tu dis ah, ok. Bon, qu'est-ce que Donc, lecture obligatoire pour les Gilets jaunes. voilà. Bah écoute, merci pour tout. Merci à Force vous. et honneur. Et je recommande le livre Ah oui, sur voilà. Soros, évidemment, Ah oui, ton livre sur Soros, bien sûr. qui est très facile à lire. Tu peux redonner le titre? Oui, alors c'est Soros et la société ouverte, métapolitique du globalisme aux éditions Retour aux sources. Merci citoyens, force et honneur, on ne lâche rien, vous êtes la résistance. À très bientôt et montez les équipes.